Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait rêver, l'investissement en start-up. C'est un sujet qui s'est énormément démocratisé ces dernières années. Avant, c'était réservé à une poignée de business angels, de family office, de gens qui avaient déjà un gros patrimoine. Mais aujourd'hui, avec l'essor des clubs d'investissement, des plateformes et les nouveaux modèles permettant la démocratisation de cette classe d'actifs, on peut rentrer en start-up avec quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Et c'est là qu'est vraiment le changement. Pour la première fois, n'importe qui peut investir dans la prochaine pépite technologique, la prochaine potentielle licorne. Mais il faut aussi voir l'envers du décor et dire la vérité. Et rien que la vérité, comme vous le savez, est d'usage sur cette chaîne. Derrière le storytelling de levée de fonds et les posts LinkedIn, on a levé 3 millions, on a levé 4 millions, il y a une réalité derrière. Un marché ultra risqué, opaque, lent et parfois beaucoup moins rentable qu'on ne le pense. Je vais vous dire ma vérité sur cette classe d'actifs qu'est l'investissement en start-up. Je parlerai des mythes, des chiffres réels, des évolutions du marché et pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément l'Eldorado qu'on pensait. Pendant longtemps donc, investir en start-up c'était réservé aux millionnaires. Aujourd'hui, c'est faux. En 2025, on peut investir des 100 € dans des startups grâce à des plateformes ou à des clubs d'investissement. Mais la première chose à constater, c'est que cela crée un effet pervers. Beaucoup de gens se lancent sans comprendre ce qu'ils font, sans analyser les deals, juste parce qu'ils ont peur de rater le prochain Airbnb. Autre mythe souvent répandu, c'est que les startups rapportent énormément. Statistiquement, c'est faux. Il est connu d'avance que 80 à 90% des startups vont échouer. Sur 10 investissements, 6 ou 7 seront des pertes sèches totales, 2 rembourseront peut-être le ticket d'investissement, et il y a peut-être une seule qui rapportera vraiment de l'argent. Et encore, il faut avoir de la chance, du temps et de la diversification. Autre mythe communément répandu, c'est de se dire que si j'investis dans une licorne, je deviendrai riche. Eh bien non, parce qu'avoir une participation dans une licorne, ce n'est pas avoir du cash. On peut être riche sur le papier, mais tant qu'il n'y a pas eu de rachat, d'IPO, d'introduction en bourse, ou de tour de liquidité supplémentaire, on ne peut pas vendre. Et donc parfois, l'argent reste bloqué 10, 12, 15 ans ou peut complètement disparaître si aucun de ces événements n'intervient sur le chemin. Attardons-nous un petit peu sur les chiffres. Et là, première difficulté, les données sont très difficiles à trouver sur le rendement de l'investissement en start-up. Ce n'est pas transparent, les performances varient énormément selon les zones géographiques. Aux États-Unis, par exemple, l'écosystème est beaucoup plus liquide, il y a beaucoup plus de fusion-acquisition et il y a une culture du risque qui est beaucoup plus forte. Résultat, même un investisseur moyen peut sortir plus facilement, parfois en quelques années. En France ou en Europe, c'est beaucoup plus lent. Tu peux avoir investi dans une boîte superbe, peut-être même une future licorne, mais tant qu'il n'y a pas de géant européen ou étranger pour venir racheter cette start-up, on va rester coincé. C'est pour ça qu'il n'est pas rare en France de trouver des investisseurs qui se retrouvent avec de jolis portefeuilles, en tout cas sur le papier, de très belles valorisations, mais la réalité c'est qu'il n'y a aucune liquidité et que les chances de sortie sont finalement très faibles, même s'il y a un multiple théorique réalisé sur l'investissement. Et c'est aussi ce qui rend les performances moyennes très modestes. Même les business angels expérimentés, dont certains que je côtoie tous les jours, ont une performance moyenne finalement entre 5 et 6% par an, même en ayant pu investir dans 2 ou 3 licornes. Et là, je parle de portefeuilles qui vont détenir entre 30 et 40 startups. Parlons du mythe absolu, Y Combinator. C'est probablement le meilleur accélérateur de startups du monde. Le Y Combinator a connu des succès extraordinaires. Airbnb, Dropbox, Coinbase, Stripe, des mastodontes qui sont devenus des licornes et pour certains des décacornes, c'est-à-dire des boîtes qui dépassent les 10 milliards de valorisation. Et historiquement, effectivement, les performances étaient folles. Mais au cours des 10 dernières années, Y Combinator s'est profondément transformé et il faut lire entre les petites lignes et apporter de la nuance à ses performances. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Y Combinator a complètement changé au cours des dernières années. Et il s'avère que je suis bien placé pour vous en parler parce que j'investis depuis maintenant 5 ans au sein du Y Combinator. Au tout début de son histoire, il n'y avait que quelques dizaines de startups par promotion par batch. Aujourd'hui, Y Combinator, c'est 250 startups par batch avec 4 batchs par an. Ça veut dire, grosso modo, près de 1000 startups par an. C'est donc devenu une usine de génération de startups. Mais cela vient avec des conséquences. Proportionnellement, il y aura beaucoup moins de licornes par batch qu'il y en a eu au cours des années précédentes. Il y a beaucoup plus de clones, de projets qui se ressemblent. Forcément, s'il y a beaucoup plus de startups, la sélection n'est plus aussi drastique qu'avant. Et surtout, les valorisations sont beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, parmi les nouvelles startups Y Combinator qui sortent du programme d'accélération, toutes lèveront sur une valorisation minimale de 20 millions. C'est devenu un standard. Les meilleures lèveront sur une valorisation entre 30 et 50 millions. Et cela en fonction du revenu qu'elles génèrent déjà au moment de leur sortie de Y Combinator.
Donc pour les investisseurs, comprenez bien, c'est très difficile de faire de gros multiples. Je vous donne un exemple. Dans le cas où une startup connaîtrait un succès phénoménal et se valoriserait par exemple à 100 millions de dollars, un investisseur qui est rentré sur une valorisation de 20 millions ne fera que du x5. x5, on peut dire que c'est bien, mais pour le risque qui est pris pour l'investissement startup, c'est beaucoup trop peu. Il faut que le x100 soit réalisable au moment de la prise de décision de l'investissement. Et je peux faire le même exemple. Si la startup connaissait un succès encore plus grand et qu'elle devenait licorne en atteignant une valorisation de 1 milliard, un investisseur du Y Combinator qui serait rentré comme le minimum d'usage s'impose sur une valorisation de 20 millions ne ferait que x50. Et là encore, un x50 sur une startup qui devient licorne, c'est mal payé au vu du risque qui est pris. Et donc pour les investisseurs Y Combinator dont je fais partie, c'est devenu beaucoup plus difficile de faire de très gros multiples. Les exits sont plus longs, plus rares et les tickets d'entrée sont de plus en plus cher. Évidemment, Y Combinator reste une référence exceptionnelle. Mais faire un x100 aujourd'hui est beaucoup plus dur que ça ne l'était en 2010. Je vais maintenant vous parler de mon cas personnel en tant qu'investisseur de Y Combinator. J'ai un portefeuille d'une vingtaine de startups que j'ai commencé à composer il y a maintenant 5 ans. Au bout de 5 ans, je risque de réaliser mon premier exit sur une vingtaine de sociétés. Mais cet exit en question, pour les raisons que je vous ai évoquées, pour savoir que je suis rentré sur une valorisation minimale d'une vingtaine de millions de dollars, fait que mon exit sera sur un ratio de x5 à peu près. Et en considérant que j'ai investi environ 10 000 dollars sur chacune des startups du portefeuille, eh bien vous comprenez que les 50 000 dollars potentiels que je vais récupérer cette année ne compensent pas les 200 000 dollars que j'ai investis en totalité sur mon portefeuille startup. Également dans mon portefeuille, j'ai joué un petit peu de malchance parce que j'avais un winner, une startup qui a fait 3 ou 4 tours de financement successifs et qui devenait probablement une licorne, n'a malheureusement pas survécu à la période Covid et donc est aujourd'hui complètement crashé. Et c'est un risque à prendre en compte à chaque fois lorsqu'on investit dans des startups. Alors soyons clairs, investir en startup, c'est presque ce qui me passionne le plus. C'est excitant, c'est un sport dangereux, mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs risques majeurs. Le premier, c'est le risque de perte totale. La boîte ferme, l'argent est perdu à tout jamais. Également le risque d'illiquidité. On ne peut pas revendre parfois pendant 10 ans ou plus. Ensuite, le risque de dilution. À chaque levée, notre part baisse si on ne remet pas au pot. Mais ça, vous me direz, ça fait partie du jeu. Ensuite, le manque de transparence. Parfois, les reportings sont au bon vouloir du CEO de la société qui nous dit un petit peu ce qu'il a envie de nous dire. Et cela peut créer de l'asymétrie d'information entre le management de la société et ses investisseurs. En résumé, on joue dans un jeu où les pros ont les cartes et nous, parfois, découvrons un petit peu les règles pendant la partie. Maintenant, si tu veux quand même investir de la manière la plus intelligente possible en startup, voici mes quelques conseils. Le premier, c'est de diversifier. On ne peut pas investir 5 000 € dans une seule startup et espérer faire fortune. Il faudra en faire 20, 30 ou 40. Ensuite, véritablement, l'expression « mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre » tient tout son sens en startup. Et pour moi, l'investissement startup est beaucoup plus risqué que l'investissement crypto pour des raisons que je vous évoquerai en conclusion. L'argent des startups doit être considéré comme perdu le jour où l'argent est envoyé. Si vous investissez auprès d'acteurs, de plateformes ou de clubs, vous devez vous assurer que les frais soient les plus petits possibles. Parce que tout l'argent qui est perdu en frais, c'est de l'argent qui est enlevé de la performance. Donc si par exemple vous payez 10 ou 15% de frais, ce sera ça qui sera enlevé chaque année de la performance potentielle que vous ferez. Assurez-vous que le partenaire effectue une vraie due diligence et qu'il soit allé au fond des choses, en mettant surtout l'accent, et c'est ma vision des choses, sur l'entrepreneur porteur du projet. Parce que c'est là le vrai élément déclencheur, plus que la société en elle-même, c'est qui est le capitaine du navire qui pilote la barque. Ensuite, n'allez pas vers la hype. En ce moment, si je reprends l'exemple de Y Combinator, 70% du batch se porte sur l'intelligence artificielle. Or, parmi tous ces acteurs, beaucoup vont se faire la guerre entre eux et il y aura d'immenses pertes. Il faut donc être très sélectif, voire ne pas toucher à cette classe d'actifs en attendant que la hype redescende. Ensuite, il faut penser long terme. Un bon portefeuille se construit sur 10 ans et pas sur 6 mois. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'investissement en startup, c'est passionnant. On participe à la création d'une entreprise, à l'innovation. On côtoie des fondateurs très inspirants. Mais il faut rester lucide. C'est un investissement à haut risque, réservé à ceux qui disposent déjà d'énormes patrimoines de centaines de milliers d'euros et qui pourront se permettre des pertes brutales. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver les chiffres officiels de rentabilité sur des startups. Alors, il y a des chiffres qui sont donnés par des organismes officiels. Et la réalité du marché, c'est que les meilleurs fonds d'investissement du monde
monde seront proches des 20-25% net de rentabilité par an. Sur le marché américain, il n'est pas impossible d'essayer d'aller chercher du 30% par an, mais c'est vraiment du très exceptionnel. Et puis parfois, un fonds va exploser toutes les performances du marché. Et il faut bien comprendre la recette magique pour que ce phénomène apparaisse. Je vais vous donner l'exemple d'un fonds israélien qui s'appelle Cerca Partners. Cerca Partners avait investi dans une startup qui s'appelle WIM. Et cette startup a été revendue plus de 30 milliards de dollars à Google. Et donc sur ce fonds d'investissement, qui aura été déployé sur 10 ans, les investisseurs auront en moyenne un multiple de x9 sur la période de vie du fonds. Mais c'est vrai que des histoires comme ça, il va en exister une ou deux tous les 5 ans, mais ça va concerner des fonds d'investissement dont les tickets minimum d'entrée sont souvent plus proches des 5 millions de dollars que de 10 000 euros. À titre personnel, la startup, c'est la classe d'actifs qui m'a invité au plus d'humilité possible. Et finalement, si c'était à refaire, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent en investissant sur des classes d'actifs comme le Bitcoin ou du rendement stablecoin à 10-15% par an, par exemple. Mais c'est vrai que la startup fait rêver car elle dispose d'une caractéristique que d'autres classes d'actifs n'ont pas. C'est l'accident positif de richesse. C'est-à-dire que sur un investissement, le gros multiple est possible. C'est des choses qu'on retrouve également en crypto. C'est pour ça que selon moi, la startup et la crypto early stage présentent les caractéristiques d'accident positif de richesse potentiel. Et donc, en conclusion de cette vidéo, je vous dirais d'être très prudent quand vous abordez cette classe d'investissement. Au début de la vidéo, je vous disais que selon moi, la startup c'était encore plus risqué que la crypto. Je vais me justifier sur ce point-là parce que vous avez pu être surpris. En crypto, faire un moins 60, moins 70%, c'est tout à fait possible. Mais la différence, c'est que comme on est sur un marché coté et très liquide, il peut toujours y avoir à l'autre bout du monde un investisseur qui arrive après la bataille et qui vienne racheter de cette crypto qui est déjà quasiment morte. Et ce comportement, qui peut être répliqué par des milliers d'autres personnes, peut finalement contribuer à ce que le cours remonte. Et puis, par rapport à la startup, moins 60 ou moins 70%, c'est toujours mieux qu'un zéro pointé, comme c'est le cas lors d'un investissement startup raté. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez rester au courant des meilleurs investissements que vous pouvez faire dans votre carrière d'investisseur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.